Mon parcours, il est un peu, comme tous les parcours, il est fait de morceaux qui ne se rassemblent que sur le long terme et qui au départ semblent un petit peu dispersés, sinon disparaître. J'ai fait des études de psychologie avec l'espoir de faire des études d'anthropologie. Premier coup important vers l'anthropologie, c'est mon séjour à Dakar, mon stage à Dakar. Nous étions dans les années 76. J'ai prolongé le séjour africain assez longuement. Et puis, je suivais aussi les enseignements de Claude Lévi-Strauss au Collège de France et puis de Lacan à la faculté là, du Panthéon. Bon, je comprenais à peu près ce que disait Claude Lévi-Strauss. J'étais dans l'atmosphère du théâtre lacanien, donc, bon, voilà, qui m'accrochait, mais je comprenais rien. Bon, je me suis destiné, en tout cas, j'ai trouvé que ça m'importait, puis qu'après tout, on n'a pas tellement la place de faire autre chose. Du coup, à la clinique, dès que j'ai eu mon premier boulot, peu de temps après, du reste ce stage, puisque je l'ai eu 3 ans après, à l'hôpital psychiatrique de Villévrard. À nouveau l'anthropologie pour une raison géographique, c'est que le secteur où je travaillais, et où je travaille toujours de reste, qui est le pôle G10, pour dire les choses par leur nom de code, qui ne voudra rien dire, mais c'est sectorisé, c'est un service psychiatrique qui correspond à la ville de Montreuil, nord, je crois. Or, le nord de la ville de Montreuil, c'est une grande capitale Bambara. C'est la première ville malienne de France, et je crois que c'est la 4e ville malienne au monde. Alors, là aussi, la question de la clinique, de l'anthropologie, puis tous ces ouvriers venant majoritairement d'Afrique du Nord, pour certains encore du Portugal, qui avaient eu des accidents de travail. La médecine les avait réparés, mais le traumatisme accidentel restait très fort. Tout ça a fait une espèce de fermentation où l'anthropologie et la clinique se sont regroupées. Et c'est à partir d'un article que j'ai publié il y a longtemps dans l'information psychiatrique sur ce qu'on appelait la sinistrose, c'est-à-dire la douleur psychique des ouvriers immigrés accidentés au travail, que j'ai rencontré alors un véritable cénacle d'anthropologues. Bien sûr, l'enseignement de Claude Lévi-Strauss, celui de Devreux, était présent dans ma tête, mais j'ai rencontré un véritable cénacle d'anthropologues quand je suis rentré, grâce à Michel Cadoret, au collège de psychanalystes, où là j'ai animé des réunions anthropologie et psychanalyse, et à l'heure de maintenant, je suis membre de l'Association française des anthropologues. Mon travail à Villévrard, qui continue, outre, évidemment, c'est un établissement psychiatrique spécialisé, c'est un travail de psychiatrie clinique avec les grands schizophrènes, français ou étrangers, bon, m'a également amené à travailler de temps à autre avec une équipe psychiatrie précarité qui, comme la plupart des équipes psychiatrie précarité depuis 2 ou 3 ans, se voit appelée par les centres d'accueil de réfugiés pour les problèmes psychiques que rencontrent ces personnes en situation embarrassante. De même qu'avec mon ami Emmanueli, j'ai pris à cœur, je dirais, lui aussi est très très impliqué, et je suis son mouvement là. La question ce qu'on appelle, mais vraiment d'une façon que je trouve scandaleuse, les mineurs étrangers non accompagnés. Dans mon histoire personnelle, comme je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, la présence de l'étranger était liée à peut-être 2 faits, je veux dire. Pas très malheureux, hein. Loin de là, que j'ai une grand-mère corse qui a apporté une espèce de vibration d'étranger. Elle m'a appris à parler le corse en m'apprenant à tricher aux cartes, donc ce sont des souvenirs qui restent. Et que du côté de ma mère, elle avait passé son enfance, une famille aisée, assez sympathique du reste, ce qu'on appelait l'Indochine,
Siam, maintenant on dirait la Thaïlande. Peut-être le truc qui m'a frappé dans mon histoire personnelle, puisqu'il s'agit de ça, c'est qu'elle a été élevée avec beaucoup d'affection et d'intelligence par une nourrice chinoise, laquelle a suivi la famille en France, et puis a dû rentrer pour des motifs que je ne vais pas détailler en Chine, et qui a cette vibration comme ça d'étrangers qui étaient là, mais pas... C'est un bricolage que je fais, parce que je crois que tous ces facteurs ne conduisent pas inéluctablement, qui sont là, l'état latent, et puis ils se révèlent. Et pourquoi l'Afrique? Après tout, je pourrais trouver 46 000 raisons, aucune ne me satisfait, mais enfin, il s'est imposé quand j'étais à Dakar que c'était un lieu important pour moi. Voilà. Sur un malentendu, de reste. Voilà. Sur un malentendu, parce que... comme on dirait chez nous. Ouais, un malentendu, c'est-à-dire quelque chose qui est assez... Le malentendu, c'est pas une erreur, c'est un foyer de sens, puisque la regrettée Nina Rouge de Traubenberg, qui dirigeait le DESS à Paris 5, à Descartes, m'avait conseillé de faire mon stage à l'étranger, mais dans son esprit, c'était la Suisse, et dans mon esprit, c'était l'Afrique, voilà. Alors, j'ai des sujets de prédilection, j'ai des thématiques de travail, oui. Alors, évidemment, moi, je suis instruit par le terrain. Alors, quand on bosse, d'une part en psychiatrie adulte, d'une part, comme je le fais depuis, 35 ans, au moins 35 ans, sinon plus. Je suis resté très très fidèle, parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui va d'un pays à un autre, mais là, mon travail à Villévrard, c'est axial chez moi. Bon. Quand de plus, depuis 2000, Xavier Emmanueli m'a confié, ce qui était un cadeau énorme, la tâche de remettre ou de mettre sur pied un SAMU social pour les enfants des rues à Bamako, donc au Mali. Ça, c'est... Voilà. Du coup, ce que vous appelez, à juste titre, mes sujets de prédilection, ils me viennent toujours du terrain. Alors, il y a des choses qui nous concernent, qui concernent pas trop la journée, c'est la grande psychose, mais je travaille beaucoup sur ces questions-là. Mais les réfugiés, les migrants, les errants, les exclus, oui, bien sûr qu'il y a dans la culture des grands axes, qui sont grosso modo, premièrement, la filiation, c'est-à-dire que le modèle familial, est-ce que c'est un modèle conjugal qui fabrique un enfant, ou est-ce que l'enfant est d'abord l'enfant d'une lignée? Alors ça, c'est... Les anthropologues nous rappellent toujours aux psychanalystes qu'on ne peut pas établir un profil universel de normalité en prenant uniquement la structure de la famille occidentale comme l'alpha et l'oméga de ce que serait un groupe familial structurant. Sans compter que si on parle de la famille occidentale, si on est en France, il y a des familles monoparentales, il y a des familles conjugales avec des personnes dites de même sexe, je ne sais pas si en tête ils sont de même sexe, j'en sais rien. Ça c'est le premier truc, c'est la filiation. Le deuxième truc, c'est le rapport aux morts. Très très important. Les cultures, je personnifie à tort, les cultures c'est pas des personnes comme ça, c'est pas une personne qui sépare la culture. La culture c'est une somme d'interactions dans un univers donné. Mais beaucoup de modifications sont possibles, mais par exemple, le culte des morts ne doit pas trop changer. C'est peut-être parmi ce qu'on appelle les habitus culturels, ce qui change le moins rapidement. Bon. Mais aussi les patients occidentaux, ça change. C'est-à-dire que, prenez par exemple l'histoire de l'autisme, ils vont adopter les parents inquiets, souvent des bons parents, les parents autistes sont souvent des bons parents, il ne faut pas exagérer, les psychanalystes sont exagérés, vont adopter des causalités fantasques en fonction, je dirais, des rumeurs sociétales. Hein. Alors pour les uns, ce serait l'abus de sucre, pour les autres, l'abus de gluten, pour ceci, pour cela. Bon, voilà. Mais les grands modèles culturels, est-ce que j'en ai besoin pour recevoir les gens? C'est une question très très complexe. C'est une question très complexe parce que les gens qui sont réfugiés, voilà. Moi, je me sers de l'anthropologie, mais je suis pas anthropologue. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, les gens qui sont réfugiés, ils ne sont pas soutenus par leur culture. Ils peuvent la porter dans leur cœur, mais d'une certaine façon, ils sont pas soutenus. Ils sont pas soutenus. Il y a quelque chose qui s'est dérobé sous leurs pas.
ils sont pas soutenus non plus par notre culture. Ils sont dans un entre-deux où leur légitimité est faible. Bon, bien sûr, moi, en tant que thérapeute ou en tant que citoyen, je reconnais qu'ils ont la même légitimité que moi à vivre sur cette planète, mais d'une certaine façon, les appareils juridiques, les appareils politiques, les appareils culturels, que je le veuille ou pas, ils me donnent une légitimité pour laquelle j'ai pas besoin de me battre. Voilà. C'est pas une bagarre d'aller chercher un passeport pour un citoyen français. Bon, c'est une bagarre pour un réfugié d'aller chercher un permis un permis de rester là. Voilà. Donc, à ce moment-là aussi, ils n'ont pas envie d'être simplement réduits à des gens qui souffriraient d'avoir quitté leur culture. Ils ont besoin aussi de reconnaître leur légitimité, à être là et peut-être à apporter quelque chose en étant là. Parce que le niveau culturel moyen des réfugiés est supérieur au niveau culturel de la population française. Premier point. Deuxième point, dans les réfugiés, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'enfants. L'espoir de changer de monde implique aussi la nécessité de ne pas les réduire au monde d'avant, sans effacer ce que le monde d'avant a pu construire chez eux. C'est un débat énorme qui, en France, a été porté, je dirais, sur les fonds baptismaux de la polémique par l'ethnopsychiatrie, avec quoi moi j'ai pris des positions tranchées. C'est-à-dire que on ne soigne pas les gens en les globalisant dans des termes d'appartenance culturelle. Mais, en même temps, si l'ethnopsychiatrie a marché, c'est aussi parce que la psychiatrie s'en foutait de l'anthropologie. Donc, voilà. On est dans des univers où les corps de référence doivent être inlassablement travaillés par les réalités de terrain. Inlassablement. La santé des réfugiés, elle inquiète, bien sûr, pour des tas de raisons. Il y a la santé physique qui n'est pas terrible. Pas terrible. C'est pas parce qu'ils sont d'Érythrée ou de l'Afghanistan, ou que sais-je, que la santé est pas terrible. C'est parce qu'ils vivent dans des conditions qui sont pas bonnes. Et puis il y a un traumatisme qui est cumulatif. Bon, il y a le traumatisme de la séparation. Bon. Mais enfin, il n'y a pas que ça. Il y a le traumatisme d'avoir failli mourir. Il y a le traumatisme d'avoir traversé des épreuves insupportables pour venir jusqu'ici. Il y a le traumatisme pour les mineurs, qu'on dit non accompagnés, hein, d'être empêchés d'aller chercher leurs parents, qui habitent soit en Angleterre, soit en Allemagne. Donc moi je dis, il n'y a pas de mineurs non accompagnés, il y en a, bon, mais grosso modo, il faudrait se dire, il y a beaucoup de mineurs qui sont empêchés d'accompagnement. Bon. Il y a le fait que même si l'accord de Dublin n'est pas bon, l'accord de Dublin, il y a des clauses dans l'accord de Dublin, à savoir qu'on n'expulse pas quelqu'un qui a des problèmes de santé, ou on n'expulse pas quelqu'un qui est dans une tentative de retrouver sa famille, qui ne sont pas respectés. Donc, vous voyez, ça crée des situations cumulatives du sujet sans lieu. Et on peut pas réduire tous ces traumatismes à l'idée qu'ils ont quitté, qu'ils auraient le mal du pays, quoi. Je veux dire, ça, c'est absurde. Voilà. À la Convention des droits de l'enfant, elle n'est pas appliquée. Tout enfant sur le territoire, droit à l'éducation et à la santé, c'est pas appliqué. C'est pas demander un privilège que de demander que nos lois soient appliquées. Dire globalement, donner à un gamin les possibilités de s'épanouir. Moi, j'ai vu les gamins les plus à la case dans les rues de Bamako ou dans les liserés de la banlieue de Bamako, s'ils sont humanisés par le contact, ça repart. Comme toutes les choses un peu vraies, mais ça suffit. Et on fabrique artificiellement des sujets sans conditions juridiques. D'accord. Bon. Les réfugiés, quand ils sont dans des centres d'accueil pour réfugiés, moi, dire, c'est insensé. Là où je vais, c'est un foyer qui se... Bon, il
il faut prendre la bagnole de secteur, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi on prend la bagnole de secteur? Parce qu'autrement, on ne pourrait pas y aller. C'est pas uniquement parce que ça va plus vite. Le secteur, c'est l'hôpital. Hein. Parce que le RER, il faut marcher 3/4 d'heure, 1 heure. Enfin, je pousse un peu, mais à peine. Le bus, pareil. Bon. Alors, ils sont au milieu d'une espèce de zone industrielle. Donc on sort de là, vous voulez prendre un café, il n'y a pas. Vous voulez, je ne sais pas, aller au cinéma, il n'y a pas. Vous voulez les petits lieux de socialisation, il n'y en a pas. Bon. Alors, les gens qui sont dans ce foyer, les éduques, ils sont formidables. Ce sont des gens qui ont le cœur sur la main, qui travaillent dans des conditions difficiles pour 2 francs 6 sous. Ils sont formidables. Mais il n'empêche que c'est des lieux. Bon. Et là, je ne peux pas décrire les réfugiés qui vivent dans ce lieu comme des sujets absolument dépourvus, je dirais, de tout appareillage symbolique, social, puisqu'ils sont entre eux d'une très grande solidarité. Celui qui parle un peu le français instruit l'autre, ou l'emmène au cours d'alphabétisation. Il y a des tissus de solidarité, bon, comme tous les foyers, parfois des bagarres, des petites rapines, mais il y a des tissus de solidarité entre les réfugiés qui sont très forts. Et puis, donc c'est vrai qu'il y a des traumatismes, c'est vrai qu'il faut entendre les traumatismes, c'est vrai qu'il faut soigner les traumatismes, c'est vrai qu'il y a énormément d'angoisse, c'est vrai qu'il y a énormément de dépression, mais je n'ai jamais vu dans ces lieux quelqu'un qui désespérait de la présence humaine apportée par les autres. Ce n'est pas vrai, ça. Angoisse, trouble du sommeil, dépression, problèmes psychosomatiques, nécessité évidemment d'un accompagnement humain, presque fraternel, pour faire les démarches, pour avoir les papiers, etc. Oui, il s'agit qu'ils puissent parler de ce qui c'est, de reconstruire le fil de leur histoire et parler des angoisses qu'ils ont. Et c'est tout bête. Il suffit de renouer le fil de la parole. Voilà. Peut-être. Et s'ils ont besoin de médicaments un petit peu de temps en temps, on leur en donne, bien sûr. Enfin, on ne va pas les droguer. Ils consomment un peu de Valium, un peu de trucs, un peu. Mais pas plus que la moyenne. Mais même moins que la moyenne. On est dans une société de drogués, de nombre de patients français sans méga problèmes sociaux, hein, je veux dire, qui se shootent enfin, je sais pas si on peut dire des noms de médicaments, mais au Xanax, au Stilnox, enfin, des tas de trucs, Limovan, et puis ils sont camés le matin, alors ils se prennent 3 Red Bull. Bon, alors ça va une fois, mais enfin, s'ils font ça pendant 6 mois, voilà, là, on a quand même affaire à une toxicomanie ordinaire qui n'alerte personne. Bon, c'est autre chose, ça. Les réfugiés ne sont pas une population qu'on peut réduire au trauma. Il faut faire gaffe au trauma, j'en ai parlé, parce que c'est important. Parce qu'à un moment, ils se sont vécus, pour beaucoup d'entre eux, comme des sujets qui sont menacés de mort, pas en raison de ce qu'ils auraient pu faire ou commettre ou transgresser. Il n'y aurait aucune raison de menacer quelqu'un de mort parce qu'il y avait des transgressions, ça, non. Mais tout simplement parce ils étaient là au mauvais moment, voilà. Le type afghan qui me dit qu'il avait fait une petite fête avec ses copains pas loin de la frontière pakistanaise, dans cette région que je connais, j'ai voyagé, j'ai beaucoup voyagé. Bon, c'était un peu mon symptôme quand j'avais 20 ans, moi je voyageais. Bon, et puis je continue. Mais maintenant c'est dans les colloques, donc c'est très amidonné du côté de la bienséance. Mais bon, pour revenir à ce type-là, les talibans arrivent, tuent tout le monde, lui il se planque. Bon, et après, il fait la route dans des conditions, je ne vais pas détailler, on aurait pour des heures, et je le retrouve là, tenant contre son cœur le chapeau de son copain qui a été tué pratiquement sous ses yeux. Histoire comme ça, il y en a plein, comme ces réfugiés qui signent leur gilet de sauvetage. Enfin, bon. Alors, effectivement qu'il y ait du trauma, trouble du sommeil, trouble de l'alimentation, angoisse, fragilité psychosomatique, cauchemar à répétition. Bon. Mais il n'y a pas que du trauma, il y a aussi une formidable force de vie, puisqu'elle a tenu le coup pour venir jusque-là. Donc il faut à la fois écouter le trauma, mais écouter aussi l'œuvre de la pulsion de vie.
Écouter un trauma, c'est jamais réduire la personne à une question de victime. Et dire que quelqu'un est dans des situations injustes, c'est pas... Effectivement. Qu'elle a bien voulu. Ah non. Ah non. Mais non, quand on empêche un mineur non accompagné, comme on dit, de rejoindre, pour des questions absolument atroces, son oncle, par exemple, un gamin qui vient du Congo, là, il ne peut pas aller voir son oncle parce que son oncle est de l'autre côté de la frontière. Bon. Et les gens disent... mais c'est pas son oncle, c'est pas sa vraie famille, c'est une bêtise. D'une part, qu'est-ce qu'ils en savent que c'est pas sa vraie famille? Deux, dans son système de lignage, on est plus référé au frère de la mère qu'on l'est au lignage du père, ce qui signifie pas qu'on n'aime pas papa, c'est pas ça la question. Donc on est dans des absurdités. Et si un paquet de nos jeunes mineurs non accompagnés sont dans des situations épouvantables par rapport à la loi, et ils ne l'ont pas cherché, c'est justement parce que la loi ne s'applique pas, qu'il y a une perversion du dispositif juridique. Ça, c'est grave. Les gosses ne sont pas tous conscients du danger, qu'ils soient dans la rue ou pas. Ils ont une autre définition du danger, c'est-à-dire que il faut comprendre ce qui pour eux est dangereux. Alors après, on peut dire c'est réaliste, c'est pas réaliste, mais il faut les aider aussi à évaluer les dangers. Un môme qui dit j'arrête de prendre des solvants, voilà, ou j'arrête de prendre des amphétamines, c'est pas le même produit, ça n'a pas les mêmes conséquences, on est bien d'accord. Généralement, quand un dialogue se passe bien avec l'éducateur ou avec le psy, eh ben, ils disent « je vais arrêter ». Bon, ils ne le disent pas comme ça, mais ils vous filent le tube de colle, ils vous le mettent dans la poche, à vous de comprendre. Il ne faut pas faire la morale à ce moment-là. Bon. Seulement le problème, et ça je n'arrête pas de le dire, c'est que nos équipes sont à peu près, je dis bien à peu près, averties des dommages psychiques qu'entraîne une addiction. En revanche, elles sont souvent très ignorantes, je dis bien très ignorantes, des conséquences psychiques et dire mécaniques, c'est de la neurophysio ça, qu'entraîne l'arrêt brutal d'un produit toxique. Alors que ils auraient dans leur famille quelqu'un qui dit je vais arrêter mes somnifères ou je vais arrêter mon traitement, on dirait va ça avec ton médecin, vas-y graduellement. Bon, quand c'est des gosses, c'est formidable, c'est la révélation, il va arrêter tout. Ben non. Et à ce moment-là, les enfants ont des espèces de sentiments mégalomaniaques quand c'est les arrêts des amphétamines ou des sentiments extrêmement dépressifs d'inconsistance du corps quand c'est des arrêts de colle. Hein, et ils trouvent comme seule solution de reprendre le produit dont ils voulaient précisément se débarrasser. Et c'est là que se verrouille l'addiction. Donc, moi, je veux bien qu'on dise ils sont un peu hébétés, ils ne connaissent pas les dangers, mais si on ne sait pas les accompagner dans leur reconnaissance des dangers, on ne va pas faire du boulot. J'ai pris cet exemple de la toxicomanie, il y en a d'autres. La sexualité, effectivement, la sexualité est un rapport de domination dans les groupes d'enfants des rues en Afrique. Ça peut arriver que ce soit un rapport de domination, il ne faut pas généraliser, c'est pas vrai de tous les groupes. Bon. Alors, on a des gamines de 12-13 ans qui sont enceintes, qui ne savent pas ce que c'est, ce qui va sortir, qui sont sidérées devant la naissance de leur enfant. Il est absolument normal que les équipes de prévention aillent les voir, aillent leur expliquer ce que c'est. C'est pour ça qu'au Mali, on a mis en place une maraude filles. Les enfants, ils n'existent pas tout seuls, c'est pas une tribu à part, c'est pas une espèce à part. Hein, c'est à nous de les aider à prendre conscience de ce qui les menace, et on ne peut pas les aider à prendre conscience de ce qui les menace si on n'a pas entendu non plus ce qui pour eux était de l'ordre du danger ou pas. Quand il y a une grappe d'enfants s'endormir sous l'auvent d'un petit commerce éclairé par un néon violent, voilà, qui attire tous les moustiques, ben, si vous leur dites c'est pas bien parce qu'il y a le paludisme, ils vont quand même rester là, les uns contre les autres. Alors pourquoi? Ben, finalement, il y en a qui me dit parce que si on nous fait mal, ça va se voir. Donc, angoisse totale des mômes, ça va se voir. Bon. Ben, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va voir les commerçants, on va voir les gens qui restent éveillés la nuit en Afrique
les villes ne dorment jamais en Afrique. C'est pas comme à Romorantin ou je sais pas où. Bon, et on dit aux commerçants, faites un peu gaffe, parce qu'on a appris aux gosses à se protéger un peu plus des moustiques, mais peut-être qu'il faudrait voir. Ça marche très bien. Donc, il faut comprendre ce qu'ils appellent, eux, mise en danger. Ah, c'est important, ça.